Un grand merci aux organisateurs pour cette invitation. J'avais pas bien repéré en acceptant où était Saint-Brieuc. Bon, en voiture de l'Auvergne, c'est effectivement un peu loin. J'ai quitté la neige hier en me disant qu'en Bretagne, il faisait sûrement beau. Il grêlait. Donc j'ai quitté la neige pour arriver sous la grêle. Merci. Alors, je suis effectivement psychologue, alors une vieille psychologue, et en soins palliatifs, et une jeune, par contre, professeure, puisque j'ai eu la chance sur mon université d'avoir des doyens en santé qui sont acquis aux soins palliatifs et qui ont pu nous accompagner dans la création d'un laboratoire qui réunit le département de médecine générale, donc les médecins généralistes, et puis les pharmaciens d'officine avec des psychologues. Donc je suis professeure sur cette université pour enseigner la psychologie aux étudiants et je suis maintenant co-directrice de ce laboratoire qui a pour recherche principale les soins palliatifs. Donc sur le domicile, on développe aujourd'hui des recherches et j'en suis pour le coup très fière, avec une super équipe. Alors, oui, c'était pour vous montrer un peu la neige en Auvergne. Je croise souvent une collègue québécoise, Martine Roy, qui débute toujours ses PowerPoints avec des photos de Saguenay, là où elle travaille, donc sur la maison de soins palliatifs de Saguenay. Et du coup, hier soir, je vous ai rajouté des photos en me disant je vais faire pareil. Je vais montrer un peu l'Auvergne en Bretagne. Donc vous avez là Saint-Genès-Champanel, là où j'habite, donc au milieu des volcans, et mon unité de soins palliatifs avec une équipe qui est des plus dynamiques. Des Noëls, enfin un peu ce que vous faites bien sûr ici. Alors, commençons les choses quand même sérieuses. Quel est l'objectif du coup de cette intervention auprès de vous aujourd'hui? C'est évidemment, suite à votre témoignage là, cet engagement qu'on a auprès des familles à toujours mieux les comprendre, mieux les accompagner. Et c'est ce que vous nous avez transmis là tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous motive aussi? C'est que bien sûr, la vie des familles qu'on accompagne et avec qui on travaille ne s'arrête pas au moment du décès. Et ce qu'on a pu constater, et notamment c'est ce que Isabelle Godard-Auret, donc psychologue à Lyon à l'époque, avait vérifié dans une thèse de psychologie, c'est qu'accompagner les familles, ça va faciliter le deuil ultérieur de ces familles. Donc ce que vous faites au présent, bien sûr que ça a un impact aussi pour l'avenir. Alors on va d'abord se questionner ensemble sur qu'est-ce qu'une famille. Qu'est-ce qu'on peut entendre de détresse spécifique au moment de la phase palliative, phase terminale et agonie des patients? Quels sont les fonctionnements aussi qu'on peut repérer ensemble, notamment le pacte des négatifs, et du coup comment on peut faire ensemble, tous ensemble. Alors, dans ce propos là aujourd'hui auprès de vous, je vais me servir bien sûr de mon activité sur l'unité de soins palliatifs, donc au CHU de Clermont-Ferrand, où j'accompagne les familles, où je réalise des suivis de deuil. J'ai la chance sur notre CHU de ne pas être limité dans le temps. En gros, on fait ce qu'on veut, on invente ce qu'on veut. Ce qui fait que les familles, je peux continuer à les suivre tant que c'est nécessaire et que ça a trait au deuil. Je n'ai pas de limite de temps. Donc ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. J'ai conscience que c'est un luxe aujourd'hui dans un hôpital public. Qu'est-ce que j'ai pu développer il y a quelques années? C'est une étude sur justement ce que pouvaient vivre ces familles. En méthodologie, on a utilisé la méthode directe participante, c'est-à-dire que je suis psychologue dans ce service, je participe, donc ce n'est pas qu'une observation sans action.
On a récolté des données à partir des groupes qu'on fait avec ces familles pendant les hospitalisations. J'ai pu récolter les propos aussi lors des relèves nombreuses et puis le contenu des entretiens. Si ça vous intéresse, on a publié les résultats en 2022 dans la revue Psycho-Oncologie. Et donc les résultats émanent de l'observation de 649 familles. Bien sûr que ça fait beaucoup de familles, mais c'est dans le temps, puisqu'on était sur 4 ans d'activité. Alors, comment on peut comprendre ensemble une famille? Bien sûr que vous pouvez trouver plein de définitions. Dans mes lectures, une des définitions qui m'a beaucoup servi, c'est celle de Francine André. Donc Francine André fait de la thérapie familiale sur Lyon, travaillait sur l'association de soins psychanalytiques pour les familles. J'étais allée la rencontrer du coup sur Lyon pour comprendre un peu leur fonctionnement et savoir ce qui était reconductible en fait en soins palliatifs, puisque cette association proposait de la thérapie familiale, mais ce n'était pas spécifique aux soins palliatifs. Un de ses ouvrages m'a beaucoup servi à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'elle nous dit des familles? C'est que c'est d'abord un groupe. C'est une entité en fait particulière avec ses propres lois de fonctionnement. Donc c'est pas une somme d'individus, mais c'est vraiment un collectif particulier. Ça crée en fait un fonctionnement particulier. Donc un ensemble organisé, caractérisé par des liens d'alliance, de filiation, de consanguinité, et des liens qui sont régis par les interdits fondamentaux du meurtre et de l'inceste. Alors, ça va bien sûr pas sans nous faire questionner par rapport à la future loi sur l'euthanasie. Quelles sont les fonctions de ce groupe familial? Qu'est-ce qui permet aux individus et pourquoi du coup un individu ne peut pas fonctionner sans un groupe? C'est qu'en fait, il permet de se perpétuer au-delà de la mort de l'individu. C'est-à-dire que le collectif continue après la mort du sujet. Ce qui fait que le sujet continue aussi par son groupe familial. Le groupe continue à exister avec quelque chose qui reste permanent, quelque chose qui résiste malgré le changement de ses membres. Il peut y avoir des alliances, il peut y avoir des conjoints qui arrivent dans la famille, il peut y avoir des naissances. Pour autant, il y a quelque chose qui continue au fur et à mesure des générations. Alors c'était Alberto Heger, qui est psychiatre, psychanalyste, qui est président de la Société française de thérapie familiale, qui donc a écrit un ouvrage intéressant que vous pouvez lire, et qui nous dit que quelque part ce groupe, c'est ce qui nous permet d'articuler en fait les générations et d'articuler l'individu à ce qui l'entoure. C'est-à-dire qu'on est en contact avec la société, avec les autres à l'extérieur de soi, par notre groupe. C'est notre groupe qui, quelque part, nous apprend à être en relation. Il y a une histoire qui se construit et puis qui se transmet de génération en génération. Bien sûr, des choses qui sont parlées, qui sont conscientes, et puis des choses qui sont inconscientes. Et donc ça va créer quelque chose de particulier où on va avoir du mal à distinguer ce qui est du groupe de ce qui est l'individu qu'on accueille. Alors, bien sûr qu'en soins palliatifs, très tôt on s'est questionné sur comment accompagner l'individu. Votre demande l'année dernière sur les aidants témoigne bien du fait que l'individu est un mythe. L'individu n'existe pas et vous en avez bien conscience. C'est que quand on accompagne une personne,
En fait, à travers cette personne, on accompagne le collectif, qu'il soit présent ou pas présent. Et pourquoi le patient a besoin de ce collectif avec lui? C'est que c'est à travers son groupe qu'il va pouvoir penser le réel qu'il est en train de vivre. On va en parler, on va pouvoir construire ensemble une interprétation de cette fin de vie, de la maladie grave qu'on vit ensemble. Les mots, la pensée va nous permettre en fait de le vivre, de le supporter. Donc ça rend possible ce vécu de la maladie grave qu'on va pouvoir dire et du coup comprendre ensemble. Le groupe va construire avec l'individu un sens à ce qu'il est en train de vivre et du coup à ce qu'ils sont en train de vivre. Un sens collectif et un sens pour la vie du coup de chacun à travers ce collectif. Alberto Heger nous disait « La famille se donne un sens, c'est sa force et sa fragilité. Sa force parce que grâce au sens, elle se définit et elle se projette dans l'avenir. Sa faiblesse parce qu'elle vacille quand le doute s'installe. Et c'est là où on voit que c'est une intrication entre le groupe des professionnels et le groupe familial. Avec à un moment donné, un groupe qui va étayer l'autre groupe. Dans les situations extrêmes, et notamment dans la confrontation au mourir, on va voir des fonctionnements particuliers qui se mettent en place dans ces familles. Alors, très souvent dans mon équipe, on me questionne pour savoir si c'était antérieur. Est-ce que ce qu'on observe, en fait, était déjà le fonctionnement de la famille? Je dirais quelque part, on s'en fout. C'est ce qui permet, en fait, aux familles de tenir. On n'est pas dans des fonctionnements qui sont pathologiques. Ce sont des fonctionnements de survie. Donc, on va voir lesquels ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on entend chez ces familles en termes de détresse qui sont particulières du coup du mourir? De quoi ils témoignent dans les entretiens, dans les groupes? C'est cette sensation à un moment donné de survivre avec une survie qui est hors du temps habituel. Il y a une compagne qui me disait, mais un jour je suis allée faire les courses, comme tout le monde, il y a des courses à faire bien sûr pour les autres, pour la famille. Elle est allée remplir son caddie et arrivée en fait au moment de payer, elle a laissé le caddie submergée par l'absurdité de ce qu'elle était en train de vivre, en disant mais d'un coup j'ai eu en tête mon conjoint qui était dans une chambre d'hôpital, qui était en fin de vie et moi j'étais en train de faire des courses. Donc on est hors du quotidien, avec un quotidien qui est rythmé par les soins, les hospitalisations, les consultations, le temps en fait de la maladie. On n'est plus sur le temps des vacances, on n'est plus sur le temps des week-ends qui arrivent, du travail avec ses horaires. Tous les horaires, les repères habituels en sont modifiés. Une autre conjointe me disait, mais depuis qu'il ne mange plus, même les repas ne scandent plus nos journées. Donc cette impression d'être dans un autre temps que les autres. Un autre, le patient qui progressivement change. Et dans la période d'agonie, quand le patient n'est plus communicant ou quand il est sédaté, la perte de communication fait que d'un coup on voit le corps, on voit les changements. Tant que le patient communique, regarde, le regard, la physionomie fait que quelque part le corps est incarné et on ne voit pas les changements. Quand il n'y a plus de communication, on voit le corps et du coup tous les ravages de la maladie. Et ça peut être extrêmement difficile pour les familles de rester auprès du patient dans ce temps-là. Une maman me disait, vous ne vous rendez pas compte, ma fille n'est plus qu'un cadavre. C'est à ce moment-là l'image du corps, ce corps tellement il était amaigri, d'un coup ça lui renvoyait le fait que sa fille n'était plus présente. Elle avait mis une photo
dans la chambre de sa fille, une photo magnifique de sa fille, magnifique. Ce qui était extrêmement violent là pour les soignants, parce qu'ils avaient la sensation qu'on disqualifiait du coup sa fille qui était dans le lit. Mais en fait, c'était à l'image de la violence vécue par cette maman. Une fille disait aussi « Ma mère n'aurait pas accepté de s'endormir pendant que je vous parle, que vous la voyez alors qu'elle n'est pas habillée. » Ce sentiment qu'à ce moment-là, on ne respecte plus le sujet. Le rapport au corps, le fait que ce soit visible, le fait que l'autre, quelque part, ne maîtrise plus, peut être extrêmement difficile pour les familles. Et puis ce temps de l'agonie, qui est quand même très particulier pour les familles, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être suspendus entre « il est encore en vie » et en même temps le décès va survenir et on ne sait pas quand. Cette impression d'être dans une attente de quelque chose qui va arrêter l'insupportable, et donc on en vient à souhaiter en fait ce décès, et évidemment en même temps un décès qu'on ne souhaite pas puisqu'on n'a pas envie de perdre l'autre. Vous sentez ce paradoxe, c'est-à-dire que ce décès devient la seule issue pour la famille pour que ça s'arrête. Un autre témoignage, je suis épuisée, j'en viens à espérer que ça s'arrête. J'ai tellement peur de ne pas être présente et en même temps tellement peur de ma réaction. Qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer? Qu'est-ce que la maladie impose? C'est un changement dans les relations de couple, les relations parents-enfants. Il peut y avoir même parfois inversion dans les rôles, avec des enfants qui s'occupent de leurs parents. Et puis un vécu d'abandon, puisque quand on devient soignant de sa maman, par exemple, est-ce qu'on a encore une maman? On peut avoir la sensation que ce rôle-là, du coup, n'est plus tenu par l'autre. Qu'est-ce qu'on entend dans cette période particulière? C'est aussi le deuil de l'avenir commun. Il y a une conjointe, il n'y a pas longtemps, qui me disait « mais c'est pas ce qu'on avait imaginé de notre retraite ». Et donc là, ce qui se passe aujourd'hui m'oblige bien sûr à m'adapter à ce qui se passe aujourd'hui, mais déjà à être dans l'idée que ce qu'on avait imaginé ensemble, je l'ai perdu. Je ne ferai pas le tour du monde en camping-car avec mon conjoint. Donc le deuil de l'avenir commun. Un temps suspendu qui est fait d'instants. Là actuellement, c'est la période de Noël qui se profile. On voit les enfants qui préparent leur liste de Noël. Ça peut être extrêmement compliqué quand on n'est pas sûr d'être encore là à Noël. Est-ce qu'on achète du coup les cadeaux? Là, il y a une conjointe que j'accompagne et qui se questionne beaucoup. Est-ce qu'on doit prévoir Noël ou est-ce qu'on voit au fur et à mesure ce qui se prépare? Et pour autant, un vécu d'injustice par rapport à ces enfants, ils ont droit à Noël. On peut entendre aussi la perte de l'illusion d'immortalité de l'autre. Jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse être malade. Jamais j'aurais pu imaginer qu'il décède avant moi. C'était le roc de la famille. C'est pas possible que lui meure. Pour tenir avec tout ce qu'on peut entendre de très compliqué pour ces familles, qu'est-ce qu'on repère comme fonctionnement qui du coup se met en place dans ces familles? La relation la plus habituelle, c'est celle qu'on a déjà tous vécue dans nos familles. C'est quand une personne est vulnérable, un enfant par exemple, on devient parent de cette personne vulnérable. Tous, enfants, quand vous étiez immature, psychiquement et bien sûr physiquement, vous aviez besoin autour de vous de personnes qui veillent et qui veillent à votre confort quotidien. Très naturellement, c'est ce qu'on peut remettre en place les uns et les autres quand on a quelqu'un autour de nous qui est à nouveau dans cette position de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on sait,
on rejoue cette relation soignante, dite oedipienne à son égard. On va devenir mère de son conjoint dans une relation qui peut être qualifiée de maternante. Bien sûr que ce n'est pas sans conséquence, à la fois pour le patient et pour le conjoint, quand c'est en conjoint. Pour autant, ce n'est pas subi. C'est ce que la situation de la maladie impose aussi, de par les pertes au niveau somatique. Ça s'impose aux autres membres aussi de la famille. C'est quelque chose qui est partagé par tout le groupe. Il y a une petite fille qui, dans le cercle de 6 ans, qui dans le service me disait « C'est moi qui pousse le fauteuil de mamie quand on va dans le parc. C'est moi elle avait amené du vernis à ongles pour lui faire les ongles. C'est moi qui lui ai mis le vernis. Et ça, c'est depuis qu'elle a un bobo en fait dans son ventre. C'est-à-dire que tous maintenant, on s'occupe d'elle. Jusque-là, c'était sa mamie qui en fait allait la chercher à la maternelle, qui s'en occupait le soir. Enfin, vous sentez, et du coup, là, il y a un changement dans les relations. Quand la personne est hospitalisée, cette relation peut être compliquée avec l'équipe soignante. Parce que si on soigne tous le patient, eh ben à un moment donné, c'est qui est prioritaire, par exemple, pour faire la toilette. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, ça oblige à se caler les uns par rapport aux autres. Et il peut y avoir un sentiment de perte du côté de la famille par rapport à certaines choses qu'elle faisait au quotidien. L'équipe peut aussi avoir le sentiment qu'on infantilise le patient, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui fait partie de l'équilibre familial. Le patient n'est pas infantilisé, ça lui est nécessaire. Mais on peut avoir, nous, cet idéal aussi de l'individu, de la personne qui reste autonome, qui est dans l'action, et donc quelque chose qui nous est difficile à voir. Autre relation qu'on voit apparaître, c'est les relations borderline. C'est l'impression que lorsque la famille s'absente, à ce moment-là, la famille est dans l'idée que l'autre est à risque de décès et le patient lui-même se sent abandonné quand la famille n'est plus présente. Avec une équation qui s'instaure, absence égale abandon égale mort, présence, maintien en vie. On a besoin des uns et des autres pour continuer à vivre. Du côté de l'équipe, ce n'est pas toujours très confortable ces fonctionnements parce que bien sûr que c'est une présence qui peut être envahissante pour l'équipe avec une famille qui sera là 24/24, qui mangera sur place, qui dormira sur place et cette inquiétude aussi de l'équipe, est-ce que la famille ne s'épuise pas dans ce fonctionnement ? De la culpabilité de la part de la famille aussi, quand ils vont s'absenter, quand ils vont sortir du service. Et donc on a des familles qui peuvent partir et puis appeler en permanence et vite revenir. Autre relation qu'on voit apparaître, c'est le on. On est ensemble, on fait corps. Contre l'adversité, contre le mourir, et donc un groupe qu'on sent très fusionnel. On peut avoir du mal à distinguer ce qui est du patient de ce qui est des autres personnes de la famille. La famille peut l'expliquer très facilement. Il y a une famille qui disait « on est ensemble, on fait corps comme au rugby, et on gagnera ensemble ». Alors, le gagner ne veut pas dire guérison, mais on survivra. Du côté de l'équipe, ça peut nous donner envie de les décoller un peu. On peut avoir la crainte, du coup, de ce que vit aussi la famille, et notamment au moment du décès. Est-ce que la famille va survivre au décès, du coup, du patient ? Et puis parfois, cette difficulté à distinguer ce qui est du désir du patient. Qu'est-ce que lui, il voudrait si sa famille n'était pas présente ? Alors là, on est un peu dans l'illusion. Dans tous les cas, ils fonctionnent ensemble. On ne pourra pas isoler les demandes des uns et des autres.
En complément de ces fonctionnements, on voit apparaître des pactes qui existent dans toutes les familles, mais qui sont peut-être plus visibles dans ce temps particulier du mourir. Alors là, c'est les écrits de René Caës, moi, qui m'ont beaucoup servi. Donc René Caës était professeur de psychologie à Lyon. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur les groupes, les institutions, les familles. Et il a pu identifier ce qu'on appelle les pactes dénégatifs. C'est-à-dire que dans toute famille, vous avez une boîte de Pandore dans laquelle vous mettez tout ce qui pourrait être dangereux pour le lien familial. À Noël, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans vos familles, imaginons que vous ayez un repas de famille, il y a des sujets que vous n'aborderez pas. Et c'est pas que vous allez vous préparer en vous disant « je n'en parle pas », c'est que pris dans le fonctionnement familial, il y a des tabous, il y a des pensées qu'on n'aura pas. On le sait, quand on est en dehors du groupe familial, on peut vivre certaines choses, penser certaines choses. Quand on est pris dans le groupe familial, c'est refoulé. Donc tous, on a une boîte de Pandore dans laquelle on va mettre tous les sujets qui pourraient être attaquants pour cet équilibre. En quoi ça peut nous servir pendant la phase palliative? C'est qu'on voit que certains sujets qui ont trait à la maladie, à la mort, peuvent en fait faire partie des sujets tabous. On est capable de le vivre ensemble, on est capable de s'adapter. Pour autant, les mots sont trop violents et on ne va pas du coup les communiquer à l'autre. Alors, ça va un peu à l'inverse de ce qu'on pourrait penser initialement. Et en soins palliatifs, on est souvent dans cet idéal de la communication, le fait qu'il faut se parler. Alors les psychologues, on a été aussi initiés à ça, avec cet idéal de tout peut se dire. Et plus on parlera, plus ce sera bénéfique à l'autre et à notre adaptation conjointe. C'est pas ce qu'on repère en fait en soins palliatifs. C'est que quand on force la parole, quand très persuadés les uns et les autres qu'on va faire du bien aux familles, on leur dit mais si, il faut que vous lui disiez, il faut que vous vous parliez, en réalité ça fait d'énormes dégâts derrière. C'est que si les mots ne sont pas employés, c'est qu'en fait ça protège ce qu'ils sont en train de vivre ensemble. C'est pas qu'ils ne savent pas, parce qu'ils savent, ils sont capables de vous en parler quand ils sont seuls. Ils savent le décès qui arrive. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils puissent s'en parler. Ils sont capables de le vivre, ils ne sont pas capables de le parler. Dans un groupe, on avait eu des témoignages du coup pour nous le confirmer. Comment voulez-vous qu'on puisse ensuite se parler de la météo, de l'actualité, des résultats scolaires de nos enfants, alors qu'on vient de se dire qu'il va mourir? On n'arrive plus ensuite à se regarder et à faire comme si de rien n'était. Ces derniers jours sont horribles, on n'aurait jamais dû en parler. Donc là, c'est un témoignage qu'on avait eu, on a eu une conjointe aussi, mais un monsieur. On a eu un infirmier, mais plein de bonnes intentions, qui lui a dit mais il faut que vous parliez à votre épouse, ensuite vous ne pourrez plus, vous aurez des regrets, vous devez voir du coup avec elle ce qu'elle veut aussi pour la suite, etc. Et donc ils s'en sont parlé, ils se sont confrontés du coup à cette discussion et avec cette impression ensuite de ne plus arriver à se parler. Les mots, comme là, ils nous le disaient, les mots sur le quotidien n'étaient plus possibles. Et donc avec beaucoup de colère à avoir écouté du coup ces conseils. Qu'est-ce qu'on nous a encore dit? On sait tous ce qui va arriver, à quoi bon en parler, c'est déjà assez difficile. Donc, la communication peut aussi être terrible dans ce que partagent les familles. Écoutons en fait les familles, c'est-à-dire quand ils nous disent qu'ils n'arrivent pas à se parler, ça c'est un signe qu'il y a un mécanisme de défense dans le groupe familial qui est nécessaire pour les protéger. Et nous de l'extérieur, on ne sait pas en fait. On peut juste les soutenir sur le fait qu'ils ont sûrement raison. C'est que s'ils n'arrivent pas à en parler, c'est peut-être qu'il ne faut pas en parler.
et qui sont là, ensemble, et que c'est peut-être ça le plus important. La boîte de Pandore peut parfois être le patient. Vous avez certaines familles qui n'arrivent plus à être en lien avec le patient. Ça ne veut pas dire qu'elles ont coupé la relation, ça ne veut pas dire qu'elles aient désinvesti le patient, ça veut dire que la vision du patient devient terrible. On avait une fille comme ça qui avait son papa hospitalisé dans le service avec un cancer ORL. Ce patient, en fait, avait beaucoup de crachats, des odeurs qui étaient assez importantes. Et en fait, sa fille n'arrivait pas à voir son papa autant changé par la maladie. Donc, elle venait à l'hôpital, elle déposait à l'accueil les affaires pour son papa et puis elle repartait. Et donc, on avait une forme d'équilibre. Il savait que sa fille venait, ils étaient en communication, mais il savait qu'en présentiel, ce n'était pas possible. Bien sûr qu'on n'allait pas demander à cette fille de venir physiquement dans le service. Quel témoignage on a eu? On adore notre Père, mais on ne supporte... 5 minutes. Ah, oui, mais on ne supporte pas de le voir comme ça, et il ne voudrait pas qu'on le voie. Ce n'est pas possible, on a toujours été auprès de lui, mais là on n'y arrive pas. Si j'avais quelques conseils issus du coup de la recherche qu'on a fait, et puis de mon expérience en soins palliatifs, toujours douter en fait du bien fondé des conseils qu'on donne aux familles. Toujours. On peut faire des dégâts en leur donnant parfois des conseils qui ne sont pas adaptés. Un dispositif qui est indispensable, c'est faire des entretiens familiaux. Ça n'a pas de sens de vouloir voir le patient seul, c'est nous qu'on protège. Très souvent on va dire, mais c'est le patient qui peut vouloir nous voir seuls. Moi je ne suis vraiment pas sûre. C'est beaucoup plus confortable pour nous de voir une personne seule que plusieurs personnes ensemble. Parce que ça nous demande plus d'énergie, de concentration, d'attention à la relation qu'ils ont aux autres et c'est épuisant. Pour autant, c'est ce qui est nécessaire. Accompagner un individu, c'est un mythe. L'individu seul n'existe pas. Donc, accompagnons le groupe dans son ensemble. Je passe. Qu'est-ce qui va être compliqué quand on accompagne une famille? C'est que du coup, ça va susciter nos idéaux, notre propre idéal de la famille. Et du coup, ça va nous amener à être beaucoup plus facilement dans le jugement. On va dire des horreurs en relève. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas dire des horreurs en relève, c'est là où on se lâche. Donc, ça nous fait du bien tous. Pour autant, c'est là où on voit, on va être très souvent en compréhension avec le patient et beaucoup plus jugeant du groupe familial. Qu'est-ce que ça suscite chez nous? C'est que ce n'est pas notre groupe familial idéal. Pour autant, réfléchissons à nos propres familles. Comment votre famille fonctionne? Si vous étiez hospitalisé, qu'est-ce que les soignants verraient du coup de l'intimité de votre famille? Moi, je crois que vraiment, on peut être très dur par rapport aux familles qu'on accueille, très jugeant. Le conjoint, c'est pas celui qu'on aurait imaginé et imaginé pour cette patiente. Il est horrible, il n'est pas suffisamment attentif, il lui prend pas la main. Moi, je ne sais pas si vous êtes marié, comment est votre conjoint. Et puis, je ne veux pas le savoir. Pour autant, on a des modes de communication qui sont propres à nos familles. On peut s'insulter avec beaucoup d'amour. Il y a une conjointe dernièrement qui me disait « mais je ne peux pas lui dire je t'aime ». Lui dites pas je t'aime, vous ne lui avez jamais dit en fait. Et oui, mais on s'insulte et je vois bien que les infirmières, ça les surprend. C'est leur mode de communication. Et ça peut être très touchant de s'insulter, je vous assure. Donc, accompagner une personne, c'est l'accompagner dans la totalité et avec ce qu'est la culture du coup de sa famille. Et donc oui, l'article dont je vous parlais et quelques ouvrages. Merci à vous. Merci beaucoup.